aujourd'hui, nous allons avoir une rencontre tout à fait exceptionnelle puisqu'on va parler de Mourir la nuit d'Anne-Cécile Huard et de Sans destination finale de Michel Claes. J'espère qu'il va nous rejoindre et qu'il ne sera pas arrêté, on ne peut pas dire aujourd'hui sur les autoroutes parce qu'il ne nous rejoint pas par autoroute, mais sur les autoroutes du numérique. Voilà, Mourir la nuit chez Only Éditions et Michel Claes chez Genèse Éditions. Évidemment, ce sera animé par Jacques de Pierrepont qu'on ne présente absolument plus, n'est-ce pas Jacques? Oui, c'est pas à moi de le dire. Oh, mais moi je le dis. Alors, en attendant Michel, je veux vous dire quand même un certain nombre de petites choses. D'abord, qu'on remercie nos sponsors, à savoir la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous a vraiment soutenus depuis 4 ans de façon intensive et extrêmement efficace, ainsi que la Loterie nationale. On n'est pas sur le Mondaneum aujourd'hui, on le regrette bien parce que ça aurait été une ambiance vraiment extrêmement sympathique, mais qu'à cela ne tienne, on va mettre l'ambiance aujourd'hui sur les réseaux. Je vois d'ailleurs que notre community manager, l'indispensable François Kuhn, vous invite à vous inscrire à la Chocolat Chaud Party de dimanche. On dira un mot de la Chocolat Chaud Party après. Remerciements très, très, très importants pour l'Université de Mons, avec qui on a un partenariat vraiment super sympa. Et mardi, à la rencontre d'ouverture, c'était absolument extraordinaire parce qu'on avait deux traductrices interprètes qui faisaient l'interprétation en direct. Et je ne vous dis pas, c'était assez folklorique de faire de l'interprétation en direct sur Zoom. Mais ça s'est très, très bien passé. On veut aussi remercier Traductive, Once in Brussels, la librairie Polarenko, qui n'aura malheureusement pas pu être très présente cette année, les musiciens de saxophone et surtout et en particulier Dorian Cliny, qui nous a fait un spot vraiment très chouette, tous les comédiens qui ont travaillé avec nous et évidemment François Kuhn, notre community manager. Voilà. Alors, on est évidemment très inquiet à l'idée de ne pas voir Michel, mais qu'à cela ne tienne, on va travailler à 3, si c'est... Enfin, moi, je ne joue pas. Comme je vous l'ai dit, Jacques, je vais bientôt me retirer dans mes appartements, bien qu'en étant tout à fait présente. Puisque j'ai encore 2 petites minutes avant de vous céder la parole, alors demain, c'est une journée un peu plus soft qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça a été super chargé. On a eu un quiz polar, on a eu une vidéo sur le Charleroi noir de Ben Choquet, on a eu une extraordinaire vidéo de rencontre croisée entre Vincent Engel et Noël Michel avec des lectures de Nicolas Suissen et Céline Schmitz. Et surtout, je vous disais, on a eu la vidéo de la recette de chocolat chaud façon 18e siècle. Et donc, on vous attend avec votre tasse de chocolat chaud dimanche à 17h pour clôturer les 6 jours de festival. Mais bon, voilà. Avant ça, peut-être, je vais vous céder la parole. Jacques et Anne-Cécile, on va commencer. Certainement que Michel va nous rejoindre en cours de route. Je suis là, je vais couper mon micro et ma vidéo pour vous laisser tout l'espace et je vous souhaite une très 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 bonne rencontre. Merci beaucoup. Merci. Ben, le principe de la rencontre, si elle avait eu lieu en chair et en os, je ne dis pas présentiel parce que c'est un mot que je haïs de plus en plus, c'était justement de confronter 2 univers à la fois très différents et très proches. Très différents, à savoir que Mourir la nuit, Anne-Cécile Huard, est un reportage qui prend la forme quelque part d'un récit non pas fictionnalisé, que nenni, c'est un vrai documentaire, mais dans
dans la structure narrative, on se retrouve avec un résultat qui est assez proche d'un roman de fiction, en fait. Voilà, il y a une sorte de suspense qui est peut-être même pas vraiment recherché, mais une façon d'écrire qui nous écarte quand même un peu d'un simple reportage journalistique. On va plus loin, on rentre plus dans les personnages. Il y a une dimension roman. Bon, le terme est un peu maladroit. Tandis que, évidemment, le bouquin de Michel Claes, lui, est clairement un roman. Maintenant, Sans destination finale de Michel Claes est un roman qui s'appuie sur un réel qu'il connaît très bien et qui donc contribue forcément à charpenter le récit. Mourir la nuit, à l'inverse, ben c'est le réel qui va charpenter l'histoire. L'histoire ne sera que la conséquence de ce qui s'est vraiment passé. Alors, bon, on peut peut-être rappeler en deux mots. Bon, ben, Sans destination finale, c'est donc l'histoire de quelqu'un qui va devenir SDF. Quel vilain mot. On est vraiment dans les euphémismes de la société actuelle. Ça veut dire quoi, sans domicile fixe? Voilà. Il y a des ultra riches qui n'ont pas de domicile fixe, en fait. Hein. Ils évoluent du Kamtchatka à la Nouvelle-Zélande. Ce sont aussi des SDF, mais bon, on n'est pas dans la même catégorie. Donc, c'est ces invisibles des invisibles, je dirais, qui, elle a perdu son mari, son fils dans un accident de voiture, elle ne s'en relève pas et elle se retrouve volontairement, elle se met en exil volontaire de la société en devenant clocharde. Et puis, c'est tout ce qui va se passer après, mais là, on y reviendra quand Michel Claes sera parmi nous. Mourir la nuit, là, c'est un reportage. Au départ, c'est une idée de reportage au long cours qui démarre en 2013 et qui devient une sorte de marathon longue distance qui va s'étendre sur 6 ans. C'est une enquête qui va faire se croiser en fait deux affaires distinctes. Et alors, pourquoi deux affaires et pas une, par exemple? Voilà, ça c'est une des sous-questions. Mais bon, peut-être rappeler le contexte, comment, puisque vous êtes entré en contact avec des responsables de la police judiciaire pour obtenir l'accord de suivre de A à Z une ou deux affaires. Est-ce qu'il y a eu deux affaires dès le départ dans votre volonté ou pas? Ou est-ce que Non, la deuxième est, voilà, ou est-ce que la deuxième est venue s'adjoindre? Enfin, comment ça s'est passé? Oui, à la base, je voulais suivre une affaire. Vraiment, l'idée, c'était de suivre une affaire de la découverte du corps au procès d'assises pour comprendre vraiment une instruction de l'intérieur. Parce qu'en général, quand on relate une affaire criminelle, c'est souvent a posteriori, au départ du procès d'assises, où on relate les faits en connaissant déjà la fin. Et moi, je voulais voilà, vivre, entre guillemets, l'aventure voilà, en direct. Voilà, c'était ça l'idée. De comprendre les doutes, les questions des enquêteurs, le cheminement. Enfin voilà, vraiment être imbriqué dans une affaire. Et en fait, il se fait que donc j'ai obtenu l'autorisation de suivre tout ce qui se passait de novembre 2013 à avril 2014, ce qui était convenu dans la convention. Et pendant 3 mois, je me suis surtout attachée à essayer de m'intégrer parmi les services de police, donc au sein de la crime, ce qui n'était vraiment pas évident parce que beaucoup de policiers étaient très méfiants, ce que je comprends, que j'avais rien à faire. J'étais un peu comme une stagiaire, mais sans avoir rien à faire. Donc j'essayais de m'accrocher aux gens un peu plus ouverts qui acceptaient de m'expliquer leur boulot. Et en fait, normalement, on devait m'appeler quand il y avait un corps. Alors, c'était aussi un peu bizarre d'attendre que quelqu'un meure pour que mon projet puisse commencer. C'était un peu bizarre aussi. Mais alors, pendant 3 mois, en fait, chaque fois, je venais 2-3 fois par semaine à la réunion de 8h30. Et on me disait, il y a eu ça hier ou avant-hier. Mais il ne m'appelait pas. Parce que, voilà, sans doute que la confiance n'était pas encore totalement là. Et puis, il se fait qu'en fait, donc, fin janvier, début février, j'avais oublié mon carnet. D'habitude, je venais plutôt en fin de semaine.
Et j'avais oublié mon carnet et il y a un policier qui m'a envoyé un texto en disant ben, t'as oublié ton carnet. Et j'ai pas tellement envie qu'il traîne sur les bureaux. Et donc, exceptionnellement, je suis venue un lundi matin. Et enfin, voilà, j'avais un autre boulot par ailleurs, donc je pensais juste venir à la réunion, récupérer mon carnet et puis m'en aller. Et c'est à ce moment-là, juste au moment où la réunion a commencé à 8h30, qu'on a découvert le corps du SDF à la place Roger. Et donc, je suis descendue avec l'équipe de Natacha Barteld, donc la commissaire en charge de l'enquête au début. J'ai passé la matinée à suivre le va-et-vient des experts, médecins légistes et autres. Et puis voilà, je n'étais pas sûre de vouloir suivre cette affaire-là, voilà, pour être honnête. Et puis quand même, le lendemain, je suis revenue par acquis de conscience, je voulais savoir quand même la suite. Et là, donc, Natacha Bartel m'a annoncé qu'il y avait eu une autre affaire l'après-midi, dans un tout autre univers, donc à savoir la haute bourgeoisie, Cloise. Et voilà, puis j'ai commencé aussi à me retrouver embarquée dans cette deuxième affaire, à suivre des auditions. On est allé sur place dans le bureau de GFT. J'ai croisé ses collègues, donc de la deuxième victime. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ben, en fait, je vais faire les deux. Je vais suivre les deux parce que je trouvais ça vraiment intéressant de suivre ces deux enquêtes qui sont comme deux plongées dans deux univers que tout oppose, à savoir le monde de la rue et puis la haute bourgeoisie. Alors là, quand même, différence avec un roman. Forcément, Ouais. dans un roman, s'il y a deux affaires distinctes au départ, ces deux affaires vont se rejoindre. Sinon c'est pas un Ouais. roman. Et le lecteur, lui, va toujours se demander qu'est-ce que le romancier me cache encore, quel est le lien entre les deux affaires. Ici, en fait, dans Mourir la nuit, il n'y a pas de lien. Non. Enfin, pas de lien Il y a direct. il y a des liens indirects, en fait, il y a des liens parce que au niveau il y a des avocats qui se retrouvent dans les deux affaires, il y a des policiers qui se retrouvent dans les deux affaires, il y a la même présidente de cour d'assises, et puis surtout, il y a des thèmes qui sont récurrents, à savoir l'errance, la solitude, l'homosexualité revient dans les deux cas. Donc finalement, ça se recoupe. C'est un peu le hasard. Et puis surtout, ce qui est surtout impressionnant, mais ça c'est vraiment dû au travail des enquêteurs, ou peut-être au hasard, je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux affaires se déroulent de manière synchronisée. C'est-à-dire que les techniques scientifiques et tactiques sont les mêmes dans les deux affaires, que ce soit pour le meurtre d'un SDF ou pour le meurtre d'un anti. Et en fait, on identifie des suspects assez rapidement dans les deux affaires, pratiquement au même moment. Et on arrête les suspects pratiquement au même moment. Et les procès ont lieu à la même date, mais à un an d'intervalle. Donc, mais ça, c'est pas moi qui ai voulu. Ça s'est passé comme ça, quoi. Donc, il y a quand même des similitudes et des croisements dans les deux affaires, même si effectivement, le point de départ, c'est que ces deux victimes se sont retrouvées dans la même salle d'autopsie le même jour. Donc toutes ces similitudes, malgré l'origine sociale très différente des deux victimes, les similitudes dont vous venez de parler, c'est en fait le fait du hasard. C'est la réalité qui est comme ça. C'est la réalité. Ce n'est pas une construction narrative Non, romanesque. tout à fait, c'est la réalité. Et je pense qu'effectivement, il y a plus d'affaires criminelles qui se passent avec des personnes comme ça. En fait, les deux affaires que j'ai suivies, elles n'ont pas fait du tout la une de l'actualité. C'est des affaires qui ont fait à peine en entrefilet dans l'un ou l'autre journal, mais c'est tout. Et en fait, c'est 99% des affaires criminelles à Bruxelles, c'est comme ça. Et c'est des gens, ben voilà, en général, on parle des affaires parce que les personnes sont, enfin, les victimes ou les accusés sont prestigieux ou qu'il y a, voilà. Mais en fait, les affaires dont j'ai parlé, ce sont des crimes ordinaires. Mais malgré tout, malgré le fait que ce soit des crimes ordinaires, derrière, il y a toute une histoire. Comment on devient un bourreau, comment on devient une victime. Voilà. Et c'est ça qui m'intéressait, justement. Et puis aussi, comment on se perd dans ses propres mensonges, Voilà. comment débusquer le manipulateur finalement, parce qu'il y en a un.
voire deux, parce que la victime, bon, l'univers n'est pas tout blanc, l'univers n'est pas tout blanc, tout noir, et on se rend compte au fil du temps et de l'enquête que la victime a ses propres zones d'ombre, en fait, voilà. Et bon, Les deux victimes, ouais, on leur, ouais. en fait, oui, Après, c'est ça. c'est pas pour ça qu'on mérite ça, évidemment, mais personne ne mérite de mourir dans ces conditions-là. Mais effectivement, c'est comment deux trajectoires de vie, des gens qui n'ont absolument rien à voir, enfin, pratiquement rien à voir, les bourreaux et les victimes, ben, finalement, on arrive à se fracasser de cette manière-là, quoi. Et donc, j'imagine aussi qu'à un certain moment, bon, déjà, rien que dans le vocabulaire courant, on adopte sans le vouloir des postures morales. Bon, je viens d'utiliser le terme. Chez les victimes aussi, il y a des zones d'ombre. Ben, ça en dit déjà long. Comment est-ce qu'on fait comme journaliste enquêtrice pour justement éviter le travers du jugement moral, un peu, j'imagine, comme les gens de la police judiciaire quand ils font bien leur boulot. Ben, j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui ne juge pas, enfin, je crois. Après, c'est difficile de dire ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Et ce que je trouve beau dans cette histoire, en fait, c'est un peu aussi la démarche de Gersande, donc la sœur de la victime, donc Ahuple, monsieur Ahuple, donc le nanti. Elle a accepté en fait de me dévoiler toute la vie de son frère sans tabou, parce qu'elle l'aime vraiment de manière inconditionnelle. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le parcours, c'est lui. Elle n'a même pas voulu que je lui mette un pseudo. C'était vraiment, voilà, ben c'est comme ça, c'est la vie. Et ça permet de comprendre. En fait, le plus important, c'est de comprendre et pas de juger. Je suis connecté. Alors, je vois sur mon écran qu'il y a on a un bonjour de Anne Casterman, qui est une fidèle du festival, voilà, et qui a souvent d'ailleurs officié comme traductrice espagnole-français avec des auteurs, par exemple, comme Luis Sepúlveda. Voilà. Et puis, je vois un écriteau avec Michel Claes, donc je ne sais pas, mais je ne vois pas sa tête, donc je ne sais pas s'il est effectivement là ou pas. Allô? Toujours pas de Michel Claes à l'horizon? Non? Ok. Bon, Anne-Cécile, en tout cas, donc ça commence en 2013 et en fait, il n'y a plus d'interruption. Je veux dire, ça continue jusqu'à la conclusion des deux procès. Et puis après? Oui, voilà. Donc, enfin, j'étais surtout présente au début, pendant 2 mois, à partir de la découverte des corps. Autant pendant 3 mois, j'étais, voilà, c'était très dur de savoir un peu quelle place je pouvais avoir. J'ai toujours utilisé ça comme ça, oui. Dans cette équipe. Et puis une fois que j'étais lancée, une fois que j'étais entre guillemets immergée dans les deux affaires qui étaient des enquêteurs, alors là tout s'est fait vraiment naturellement. Et la confiance est vraiment. Vérifiez que votre caméra est bien allumée et connectée à votre ordinateur. Michel. Ben non. Donc je n'ai pas de. Voilà. Ouais. Oui. Ah, voilà. Et donc, effectivement, donc, après, une fois qu'on a arrêté les suspects… Excusez-moi, je vous interromps 30 secondes. Est-ce que vous entendez Michel Claes? De loin. On entend de loin. Et maintenant, de près? Ok, c'est ok. Bonjour. Je cherche à me brancher par caméra, mais ça ne marche pas. J'ai pas de caméra, mais j'ai mon ordinateur qui d'habitude fonctionne comme ça, mais je ne parviens pas à avoir une image. Chez moi, en tout cas. L'image? Oui. Oh je vais voir ce que je peux faire en amont. Je vous laisse si on a déjà la voix, c'est bien. Même sans image. Vous avez la voix. Voilà. Ok. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Michel. Et donc, oui, Michel Claes, on a commencé un petit peu sans vous, voilà. Et donc, terminons Anne-Cécile donc jusqu'à la conclusion des procès. Et là aussi, on se rend compte quand on parle de manipulation, quand on lit cette histoire, ces deux histoires entremêlées, on se rend compte qu'il y a de la manipulation à tous les étages, en fait.
Exactement. Il y a, enfin, j'entends par manipulation, c'est le déni de tel ou de tel accusé, soit le trio qui a assassiné le SDF près de la place Rogier, soit ce jeune psychopathe narcissique convaincu d'être le plus grand dragueur du monde, qui nie absolument d'avoir tué l'assistant social qui est sa victime. Mais il y a aussi tout ce qui est manipulation des avocats dans les stratégies de défense. D'ailleurs, à un certain moment, on dit la vérité n'a strictement aucune importance, en fait. Voilà. Même si je comprends bien, du côté de l'accusation, il y a aussi, voilà, on veut réussir une affaire, etc., etc. Et là-dedans, on se dit qu'il y a des destinées humaines qui ne sont plus que des enjeux. Oui, il y a une forme de jeu de rôle, hein. Oui, De complètement. cynisme aussi, peut-être. De cynisme, complètement. Moi, il y a certains avocats, effectivement, qui m'ont beaucoup choquée. En tout cas, dans le procès du SDF, il y avait, donc, il y avait 3 avocats, puisqu'il y avait 3 accusés. Et il y en a quand même deux des 3 avocats qui m'ont vraiment beaucoup choquée, quoi, dans la manière dont ils s'adressaient. Par exemple, il y en a un qui se moquait de l'accent flamand du médecin légiste, ou même il y avait une des avocates qui m'a vue depuis le début, en fait, depuis le tout début de l'affaire. Elle savait que j'étais là, on a même allé manger ensemble. Et elle a dit comme ça devant les jurés, droit dans les yeux, de toute façon, le meurtre d'un SDF, ça n'intéresse pas la presse. Alors que j'étais là, c'était, et puis même ce qui était le plus fort, c'était un des avocats qui a vu son client acquitté. Et je lui ai dit à la sortie du procès, mais il a quand même aussi joué un rôle. Eh bien oui, évidemment. Voilà, c'est la vérité judiciaire. Alors, Michel Claise, donc on avait un peu démarré sans vous en soulignant que y a, bon, dans les similitudes, évidemment, il y a les sujets, et notamment le sujet centré sur les invisibles des invisibles, comme je dis, les mal nommés SDF. Mais évidemment, les grosses différences, c'est le contexte et le traitement narratif, puisque Mourir la nuit d'Anne-Cécile Luard, au départ, est un reportage, même s'il prend une forme de récit on va parler peut-être de littérature du réel, voilà, pour mettre tout le monde d'accord. Tandis que Sans destination finale, votre roman, est clairement une fiction, mais qui s'appuie de façon très charpentée sur un réel décrit précisément et visiblement connu de l'intérieur, si j'ose dire. Oui, il y a deux approches, évidemment. Il y a d'abord la description du monde des SDF. Et puis le roman va doucement partir vers le monde judiciaire et le fait que l'héroïne, Monica, va devenir le sujet ou l'objet d'une procédure judiciaire. Alors, ce qui m'importait surtout, c'était de décrire ce monde des SDF et ces SDF, entre guillemets, de chez nous. Donc, pas tellement parler des sans-papiers qui nous arrivent tout en les effleurant néanmoins à un certain moment, parce que dans la rue, tout le monde se croise. Mais c'était essentiellement partir à la recherche des pathologies ou de la pathologie d'une héroïne que j'ai choisie pour parler à tout le monde en disant voilà ce que quelqu'un peut vivre. Mais pourquoi? Parce qu'il lui suffit de claquer des doigts pour quitter le monde de la rue. Et pour partir à la recherche de cette pathologie, et pour mieux la décrire, alors je tombe un peu dans une forme de facilité par rapport à mon métier, et j'en fais finalement une suspecte, puis une inculpée, et presque une coupable, parce que le système judiciaire permet une analyse de ce qu'elle est, à travers notamment les études de la psychiatrie, et en même temps l'enquête qui est menée sur sa personnalité. Alors j'ai utilisé ce monde judiciaire aussi pour décrire la prison, qui pour moi est une autre forme entre guillemets, de rue, c'est-à-dire d'endroit dans lequel les gens se trouvent.
et ils n'ont pas nécessairement la possibilité d'en sortir. Et ça, c'est la construction du roman sans destination finale. Il a donc deux parties qui s'impliquent, qui s'imbriquent, et le but pour moi était essentiellement de parler de ces gens dans la rue qui ont cette possibilité de la quitter à n'importe quel moment, mais qui ne le font pas pour des motifs qui leur sont tout à fait particuliers. Alors, avant d'aller plus loin, Anne-Cécile Huard et Michel Claes, c'est ce que vous vous êtes lus mutuellement? Oui, moi j'ai lu ça, oui. Moi, Enfin, j'ai moi lu j'ai lu aussi. Anne-Cécile. On s'est offert nos bouquins à l'occasion d'un. Je crois que c'était un mug, hein, Anne-Cécile. Oui, voilà, on avait Oui, été sur la première. Ouais. oui. Non, non, moi, je l'ai lu d'une traite un dimanche après-midi. Ah, moi, c'est parti très très vite parce que ce que j'avais trouvé extraordinaire, c'était notre rencontre. On ne se connaissait pas et on On s'est s'était échangé des déjà romans. croisés, mais Oui, on dans un s'était autre. croisés, oui, notamment à la Foire du Livre, c'est vrai. C'était la première fois qu'on avait l'occasion de discuter plus en avant. Et donc, ce Hmm. qui était très agréable, c'était le fait qu'on ait eu cette même volonté au même moment de, de travailler sur nos deux romans avec une thématique presque identique, je dis bien presque identique, et en même temps ce même message et cette réflexion sur les gens de la rue. Alors, Ouais. moi, je les appelle, comme eux s'appellent, avec qui j'ai parlé, ils s'autoproclament les zombies. Mhm. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de faire. Et au même moment, voilà, Anne-Cécile sort son bouquin, donc c'était très amusant de se rencontrer à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Comment est-ce que vous considérez la démarche de l'autre, en fait? Mais peut-être que la question n'est pas du tout pertinente. J'ai pas compris. Vous répétez la Et question. c'est deux Comment- manières de mettre en scène le réel, en fait. Oui, c'est ça. Donc, Ah oui, la posture du romancier d'un côté et celle du reporter de l'autre, de la reporter de l'autre. Voilà. Mais Michel s'est servi de son vécu, de son parcours pour réaliser une fiction. Et moi, ben, quelque part, en fait, c'est ça le croisement entre la fiction et la réalité. La fiction essaye de faire du vrai avec du faux, et la réalité, donc le reportage, le documentaire, essaye de faire du faux avec du vrai. C'est un peu l'idée. Mhm. Oui, Michel? est-ce que c'est important la, le, le, plus important n'est pas finalement de définir la manière dont on y arrive, mais ce qui est important, c'est la transmission finalement du même message que nous avons, Anne-Cécile et moi, par rapport Mhm. par rapport à ces gens, alors que il est vrai aussi que dans l'approche judiciaire qu'Anne-Cécile a faite, moi je l'ai fait de manière un peu caricaturale, mais d'après ce que j'ai lu dans son roman, cette approche est tout à fait réelle. Et quant à ces travers, ces caricatures apparentes qu'elle décrit, c'est une totale réalité. De la même manière, dans ma fiction, cette fiction est aussi basée sur une totale réalité. Vous en constaterez d'ailleurs à un certain moment euh, comment dire, une étonnante identité. Mhm. Ben, tous les deux, d'ailleurs, vous utilisez à un certain moment quasiment la même phrase pour expliquer pourquoi est-ce qu'on bascule dans... Pourquoi est-ce qu'on s'écarte du monde dit normal? Pourquoi est-ce qu'on plonge volontairement, parfois, dans la misère la plus totale et le manque d'attache? Vous utilisez les termes mais assez proches, peut-être pas mot pour mot, qu'à l'origine, il y a un drame absolu et quelque chose d'irréparable, en fait. Voilà. Dans les deux livres, on retrouve cette formulation-là. Oui, après, il y a plein de raisons pour lesquelles on se retrouve dans la rue. Là, je viens justement de participer à un projet d'exposition sur les femmes sans abri, donc avec le photographe Gaël Turin. Et bon, là, c'est des femmes, c'est encore différent. Comme Michel en parle. Et il y a la plupart des femmes que j'ai interviewées, elles sont dans la rue parce qu'elles sont femmes, en fait, parce qu'elles ont connu de la violence conjugale très Mhm. souvent. Euh, voilà, alors parfois il y a des assuétudes, parfois il y a de la maladie psychiatrique, parfois voilà, il y a parfois des multiples raisons qui font que.
Mais effectivement, il y a toujours un moment déclencheur qui fait que on lâche prise, on dit oh j'en ai, je m'en fous, voilà, et on se retrouve à la rue, quoi. Voilà, c'est toujours ce mot, on tombe à la rue, on se retrouve à la rue, c'est toujours effectivement cette dénomination. Et la rue poursuit ce phénomène déclencheur par le fait de renforcer les pathologies antérieures. C'est épouvantable, c'est la peur, ce sont toutes euh, tout se développe en même temps dans la rue par ce mélange de solitude et la peur de l'agression. Vous avez effectivement des problèmes psy de base, mais qui vont s'aggraver évidemment. Parce qu'il faut tout de même rester de bon ton par rapport à notre société qu'on peut critiquer beaucoup. Mais nous avons encore un système qui permet, par rapport à des gens qui ont des papiers, comme on dit, hein, de pouvoir à n'importe quel moment demander au SAMU ou se rendre même dans n'importe quel CPAS pour se faire inscrire, disposer d'une aide et retrouver une assistance qui va au-delà de la simple assistance sociale, retrouver des soins de santé sans problème. Cette société telle que nous la connaissons, c'est ainsi. Donc la rue, très souvent, par rapport à nous, les blancs bleus belges, c'est un choix. Même ceux qui sont ruinés, même ceux qui n'ont plus rien, même ceux qui ont fait faillite, même ceux qui ont été jetés à la rue par leur femme ou par leur homme, là, il y a toujours une possibilité néanmoins de pouvoir se rattraper. Il faut le savoir. Et la plupart du temps, cette décision de rester dans la rue, c'est véritablement c'est un vrai problème psy. C'est vrai. Et parmi mes trois accusés, donc sur les trois, il n'y en a qu'un qui a été condamné, les deux autres ont été relâchés. Et je suis toujours en contact avec un. En fait, il a décidé de tout prendre sur lui. Il a décidé de voilà. Alors, il y a celui qui était le moins actif, on va dire, mais quand même qui n'a rien fait pour aider son ami, et ben lui, il s'en est bien sorti finalement. Il a trouvé un boulot, il fait des formations dans le bâtiment. Voilà. En fait, j'en parle dans le livre, une religieuse qui l'a toujours aidé, qui l'a toujours soutenu pendant qu'il était en prison. Elle est venue, elle faisait ses lessives, etc. Et elle l'a jamais lâché. Et grâce à cette religieuse, il a trouvé un boulot à la paroisse dans le quartier Saint-Jacques, à Bruxelles. Et régulièrement, il m'envoie des photos pour me dire qu'il va bien, qu'il a eu son diplôme, qu'il est en train de rénover un appartement, qu'il s'occupe de sœur Marie-Hélène. Et donc, je trouve que c'est ça aussi que j'espère j'ai pu transmettre dans mon livre, c'est que malgré toute ces horreurs, il y a aussi une part d'espoir aussi. Il y a aussi des éléments humains, il y a aussi des éléments de lumière, on va dire, dans tout ça. Et ça, je trouve que ça montre que malgré la rue, malgré la prison, voilà, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Ces lueurs sont aussi communiquées par les gens qui sont présents dans la rue. Il faut combien rendre hommage à toutes les maraudes qui sont attachées dans un travail à la fois social et psychologique. Alors, faut-il pour autant remercier le réchauffement climatique, mais le phénomène de la rue a toujours existé, bien sûr. Et il y a notamment dans les grandes époques des années 50, avec des catastrophes de température où les gens mouraient de froid. Imaginez-vous qu'il y a 2 ans, il y a quand même une dizaine de personnes qui sont mortes de froid dans nos rues. C'est des choses qui sont terribles. Mais on peut, sur la misère humaine, évidemment, s'étendre tant qu'on veut. J'aime beaucoup les campagnes actuelles sur la pauvreté en disant que c'est insupportable pour les enfants, parce qu'il existe toute cette frange de population aussi qui n'est pas dans la rue, mais qui touche presque à y être par rapport à une atteinte du seuil de pauvreté. Et ça, c'est extrêmement dur. Mais entendons-nous, moi, ce que j'ai voulu dans mon roman ici, c'était véritablement me pencher sur une forme de pathologie. Et je me suis focalisé sur elle, tout en permettant à mon héroïne de rencontrer d'autres causes d'être dans la rue, en tout cas. Et il y a tant de choses à dire par rapport à la société. Et je pense qu'avec l'aggravation de la situation actuelle que nous connaissons,
malheureusement pas. Nous sommes qu'au début d'une série de cauchemars qui vont nous tomber dessus dans les mois et les années qui vont suivre. Et le mot est important. La solidarité, moi j'appelle ça la fraternité, hein, donc, au sens véritablement républicain du terme, elle va devoir être solidement présente parce que notre société ne pourra plus se passer de cela sous peine de connaître un dérèglement aussi dur que le dérèglement climatique. Le dérèglement social va être aussi terrible. Oui, c'est cette image américaine, mais qui est déjà la nôtre aussi, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, qui bossent parfois même à plein temps, mais qui sont tellement mal payés, 5 € de l'heure comme en Allemagne, et donc, et du coup, ils logent même pas dans une caravane, mais dans leur voiture. On est dans une zone grise que j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on n'a pas encore décidé de considérer. Véritablement pris conscience de cela. C'est ça. Le problème de la partie molle de la population, c'est le confort dans lequel elle se trouve, même si parfois à la fin du mois c'est un peu dur, ce qui n'empêche pas la majorité des gens d'avoir toujours leur télévision, voir leur voiture et en tout cas leur micro-ondes et leur télévision, grand écran, mais ça plonge dans ce confort auquel on tient, ça plonge la population dans une forme d'égoïsme, d'aveuglement et de surdité qui fait que quand véritablement les grands problèmes vont se poser, ce sera presque trop tard. Et alors vous savez que dans mon core business, puisque vous connaissez le métier que je fais, ce qui me choque profondément, c'est qu'en réalité, pendant ce temps-là, aucune décision politique digne de ce nom n'est prise pour en réalité lutter contre l'autre phénomène d'enrichissement à outrance de la population, dans lequel vous avez cette séparation telle des continents qui se séparent. Et ce mouvement-là, il est en route depuis tant d'années, et cette aggravation de cette séparation va d'autant plus se faire sentir à travers la crise que nous venons de connaître, la crise climatique qui est à son point de départ, et face à laquelle, si nous ne prenons pas des décisions concernant cela, eh bien, moi je crains alors à ce moment-là, peut-être, ou je l'espère peut-être, finalement je l'espère, qu'il y ait des mouvements sociaux qui dérivent vers des formes de révolte qui remettront la société en question, parce que sinon je ne vois pas très bien où nous allons aller. Est-ce que vous trouvez normal que les petits commerces actuellement, par exemple, se retrouvent au bord de la faillite alors que les postes sont complètement envahis par les colis qui arrivent par les achats par correspondance, provenant notamment de fournisseurs qui ne payent pas de taxes? C'est tout bête, ce que je dis. Sans les recettes, nous ne pouvons pas faire fonctionner notamment l'aide sociale, et ça, c'est la société d'aujourd'hui. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas pousser à un certain moment le gouvernement à dire cela suffit. Mais là, les lobbies sont puissants, et je crains malheureusement que nous soyons, nous, en tout cas les citoyens lambda, que nous soyons tout à fait les témoins, pour l'instant, volontairement impuissants face à ces phénomènes. Ben, j'allais poser la question justement, puisqu'on vous connaît, Michel Claes, comme chasseur, y compris en roman d'ailleurs. Une bonne partie de vos personnages sont des escrocs qui font de la fraude fiscale de haut vol, des corrompus, etc. De deux polars. Voilà, mais bon, donc on a déjà la réponse à la question. Évidemment que le lien est là dans ce gouffre croissant entre les, je dirais presque deux extrêmes du monde dans lequel on vit. Mais pour revenir au SDF, et peut-être au roman noir, puisqu'on est dans un festival polar, on a souvent, même chez des auteurs réputés assez réalistes et durs comme Thierry Jonquet, une vision un peu romanesque du clochard, soit magnifique, poète incompris, soit au contraire le déchet absolu. Et on a rarement, je trouve, une vision de la réalité qui correspond à ce qu'elle est vraiment. Et à travers Sans destination finale et à travers Mourir la nuit, on y a droit.
À un certain point, d'ailleurs, j'ai commencé à mélanger les deux livres. Bon, C'est normal. mais effectivement, c'est et en même temps, on les voit, on les voit tous les jours, et pas que à Bruxelles, à Charleroi, à Liège, ou même dans des villes dites plus riches enfin, qui sont plus riches comme Namur, voire même maintenant Louvain-la-Neuve. Hein, bon, donc le BEE voilà, je pense que soit il y a des poches de pauvreté qu'on veut absolument ignorer dans cette belle province cossue, soit ils ne sont pas plus idiots que les gens dits normaux qui ont un toit. Ils prennent le train pour aller faire la Manche, là où il y a peut-être un peu moins d'encombrement sur les parvis et un peu plus d'argent dans les portefeuilles. Donc on les voit et en même temps on ne veut pas les voir. D'ailleurs, vous, Pour les Michel voir, Claes, non. vous en parlez à un certain moment des passants grotesques qui donnent sans donner. Ça, Il c'est un y a autre des gens cas. réellement bienveillants aussi, hein, attention, bienveillants, mais gênés parce qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Il y a toutes les situations, en fait. Qui n'a pas fait semblant de chercher une thune dans sa poche pour le remettre à quelqu'un et se rendant compte qu'il n'y en a pas, ou bien la touchant, le venait en moins point à la donner. Ça, c'est toutes les... Il faut observer les gens qui passent devant les SDF. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai fait pendant plusieurs heures et j'ai voulu communiquer un peu cela. Et je ne dis pas que ce n'est pas une forme de miroir, hein, mais c'est c'est dur parce que en voyant les gens comme ça, quelles sont les choses qui passent par la tête de ces passants, si ce n'est de dire c'est pas moi, ce ne sera jamais moi, ce sera peut-être moi, cette personne n'existe pas, j'ai peur. Il y a tant de réactions possibles. Et puis il y a les gens tout simplement qui vont donner une thune parce qu'ils ont trouvé la thune, et puis voilà. Et puis il y a ceux qui disent on va quand même pas favoriser leur alcoolisme en leur refilant 2-3 euros pour leur permettre d'acheter ou leur cam ou leur bibine. Et pourquoi pas, hein? Qui sommes-nous pour juger à cet égard? Voilà, donc tout ça, c'est l'autre volet. On ne peut pas parler des SDF sans parler des gens qui passent à côté. C'est le même débat. Anne-Cécile, Oui, et parce puis moi, qu'effectivement, oui, oui, ce qui m'a intéressé aussi dans cette affaire, cette plongée dans le milieu des SDF, c'est que d'abord, ils n'ont pas toujours été SDF, ils ont des parents. Alors, la victime SDF, pour le coup, ça c'était vraiment frappant. Il y avait personne sur le plan de la partie civile sur le procès. Donc, c'est comme s'il était déjà mort socialement. Par contre, sur le banc des accusés, il y avait des sœurs, il y avait une sœur, il y avait un beau-frère, il y avait un neveu, il y avait une mère, un beau-père, et qui montraient justement qu'ils n'ont pas été SDF toute leur vie. Ils ont un parcours, ils ont certains talents. Je veux dire, comme voilà, un des suspects qui est très doué dans le bâtiment, c'est son beau-père qui l'a dit. C'était un moment très touchant, je trouve, au procès. Il dit, allez, ce gars, il vaut mieux que ça, quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment un moment touchant. Et puis aussi, c'est dans la plaidoirie des avocates, qui disait pourquoi ils se sont retrouvés là tous les quatre, donc la victime et les trois suspects. Eh bien, en fait, ils sont allés chez leur ami. Parce que leur ami, il habitait quelque part dans cette entrée de parking. C'était chez lui. Et elle dit, comme quand on se rend chez quelqu'un, on amène un cadeau, on amène à boire. En l'occurrence, ils ont été au night shop, ils ont amené du Ravini, c'est-à-dire du martini bon marché, des carapaces, tout ça. Et voilà, ils ont un peu trop bu et puis ça a dégénéré, quoi. Mais finalement, voilà, ça montre vraiment l'univers, le monde de la rue, avec ses codes, avec ses interactions sociales, ses amitiés. Parfois, ils se soutiennent, parfois, ils ne se soutiennent pas. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, ces religieuses dans l'histoire qui sont là, malgré tout, qui leur donnent des tartines, qui leur font des récits, qui font tout ce qu'elles peuvent.
alors que leur univers à elle est tellement éloigné du leur. Je ne parle pas seulement de la sécurité, mais c'est aussi au niveau de la violence, quoi. En même temps, ces religieuses semblent être très lucides. Totalement. Ça, c'est vraiment, voilà, elles savent qu'il y a, il y a une femme qui se prostitue et qui, voilà, fait des fellations à 5 euros. Enfin, et c'est elles qui m'en parlent. Enfin, je dirais, elles sont pas du tout naïves. Et c'est ça que j'ai trouvé très touchant. Parce qu'elles, un peu comme Gerson, la chef de GST, elles s'en foutent. Voilà, elle dit ce sont des gens, on est là pour eux, quoi qu'il arrive. Voilà, je trouvais ça. Voilà, ça fait partie des éléments de lumière qui m'ont touché en tout cas dans cette aventure. Alors, une question de François Kuhn par chat. Est-ce qu'il y a des trucs qu'elle a dû cacher dans l'histoire de son récit? Pouvait-elle tout écrire, tout révéler sur ce qu'elle suivait? Oui, alors il se fait que ça faisait partie du deal, le texte devait être lu avant. Donc il y a beaucoup de méfiance envers les journalistes. Donc il y a un espèce de rapport amour-haine entre la presse, la police, la justice. Et il y a beaucoup de méfiance en même temps les uns envers les autres. Mais je pense qu'en Belgique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de méfiance. En France ou aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus facile d'avoir accès justement aux informations. En Belgique, le secret de l'instruction est vraiment un tabou, et ce que je comprends, c'est tout à fait légitime. Et donc moi, comme je devais vraiment me tenir, je ne pouvais pas publier une seule ligne avant le procès, et ça faisait partie de la convention aussi, je ne laissais pas relire mon texte, j'aurais rien pu faire, donc ça fait partie du deal. Et donc peut-être qu'il y a eu une forme d'autocensure, mais pas tant que ça en fait, parce que est-ce que c'est la chance, est-ce que je ne sais pas, mais en tout cas je suis tombée sur deux commissaires, donc deux chefs d'enquête qui ont dirigé les deux affaires que j'ai suivies, absolument remarquables. Ce sont donc Natacha Bartel et Marc Allemerge. Ce sont des gens humains, ce sont des bons chefs d'équipe, et ils ont mené ces affaires. Voilà, donc, ce que j'ai observé en tout cas. Alors oui, je sais que la police n'est pas infaillible, la justice n'est pas infaillible. J'ai pu le montrer dans d'autres reportages et publications au cours de mon parcours journalistique, ça c'est clair. Mais ici, ce n'était pas le sujet, quoi. Voilà, le sujet, c'était de raconter une affaire de A à Z, de parler des éléments humains. Ce n'était pas une enquête sur les dysfonctionnements de la police ou de la justice, c'était un récit sur de la découverte d'un corps au procès d'assises. Et il se fait que ce que j'ai observé dans ce cadre-là, voilà, c'est vraiment bien passé. En même temps, c'est encore un point commun de Sans destination finale, le roman de Michel Claes et de Mourir la nuit, le récit d'Anne-Cécile Luard, c'est ce constat assez terrifiant des manques de moyens matériels, de tout ce qui peut freiner la machine judiciaire, que ce soit au niveau des enquêteurs de la police, que ce soit au niveau de l'instruction, que ce soit au niveau même de la tenue des procès. C'est assez faramineux quand même, ce que vous donnez tous les deux à lire. Oui, dans Sans destination finale, un peu moins le dysfonctionnement de la justice, parce que tel n'était pas le sujet. Au contraire, les rouages vont fonctionner et jusqu'au bout. Et moi, je pense qu'elles fonctionnent pas mal dans le bouquin. À une exception peut-être, c'est le monde carcéral que je décris, qui est très très dur. Et encore, il est bien plus terrible parce que le monde carcéral, je l'écris dans le milieu des femmes, il est bien plus terrible dans le milieu des hommes. C'est tout à fait saturé parce que nous avons été condamnés en Belgique à de nombreuses reprises pour les manques du respect des droits de l'homme dans le milieu carcéral, et à juste titre. Mais disons que là, dans Destination Finale, je vous dis, je ne suis pas axé sur le dysfonctionnement de la justice, mais plutôt sur ses particularités, dirais-je. Je ne vais pas dévoiler la fin de l'histoire, bien entendu. J'espère qu'il y a encore des gens qui vont lire le livre.
et qui iront jusqu'au Oui, bout. oui, oui, parce il faut bien leur dire qu'il y a un retournement. On ne peut rien dire, évidemment, parce que sinon Mais on gâche le l'idée, plaisir. c'est que malgré le retournement, la machine a fonctionné. Donc, là. Par contre, si vous me posez la question comme magistrat, est-ce que, d'une manière générale, la machine fonctionne-t-elle? La réponse est non. Hein. Donc, la justice est dans une situation absolument épouvantable actuellement. La volonté de l'exécutif est de la transformer en administration, ce qui est une catastrophe pour le justiciable et pour l'institution qu'elle représente dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs. Le manque de budget, on parle de 300 millions injectés maintenant, alors que le précédent ministre voulait en injecter 700 millions, qui était un minimum. Tout ça va-t-il arriver ou pas? Parler de la justice, c'est épouvantable. Parler de la justice, c'est aussi parler de la police et l'intérieur, hein, le ministère de l'Intérieur. C'est évidemment la même chose. Eh bien, mais la police est en faillite par manque de moyens, il faut bien le reconnaître. Et nous sommes dans une situation d'un catastrophisme dont vous n'avez pas idée. Et on a beau d'ailleurs, comme magistrat, le clamer et le répéter en disant mais c'est vous les justiciables qui en êtes les victimes. Il y a une espèce de surdité des gens, la population, qui ne veulent pas entendre cela, comme si ça les dérangeait, en disant mais ça fonctionne peut-être, mais vous savez qu'il y a des procès qui durent 15 ans, et ça, ce sont des choses qui pourraient évidemment connaître des solutions si on considérait à un certain moment qu'il fallait évidemment trouver à la fois les budgets pour permettre ces rectifications et en même temps la bonne volonté des politiques pour donner les moyens qui correspondent aux besoins. Et là, nous en sommes malheureusement très loin. Et je n'ai personnellement aucun espoir, je n'arrête pas de le dire, pour une transformation très proche de la situation catastrophique que nous connaissons. Si vous rentrez dans le rouage judiciaire, eh bien, vous mettez le doigt dans un engrenage et puis beaucoup de personnes s'en plaignent et c'est à juste titre. C'est clair. Alors, oui, Anne-Cécile? Oui, mais c'est vrai. Voilà, moi j'ai effectivement dans le cadre de 2 affaires que j'ai suivies, tout s'est bien passé, même s'il y a ce moment absolument surréaliste où pendant le procès du meurtrier du monsieur à Uccle, il y a un des jurés qui demande à voir une pièce à conviction qui se trouve dans le sous-sol du palais de justice. Et en fait, ce sous-sol est infecté de champignons qui émettent des produits toxiques, enfin des substances toxiques. Et donc, il y a un des scientifiques qui a dit, moi, je veux bien, mais alors, non, au départ, moi, je ne veux pas y aller. Et donc, il est allé chercher le peignoir, en l'occurrence, avec un masque à gaz et une combinaison étanche. Voilà. C'est dit à un certain moment, les pégistes que vous rencontrez, on utilise le mot sacerdoce. Ou c'est vous qui l'utilisez, je ne sais plus si c'est vous qui l'utilisez ou si on vous le dit. On fait ce qu'on peut et on fait le maximum avec ce qu'on a, en fait. Voilà, donc il y a effectivement encore des gens à tous les niveaux de l'institution judiciaire au sens large qui essaient de faire fonctionner le bazar. Voilà, qui ont encore des roustons, quoi, si j'ose dire. Et bon, on va dire qui fatiguent, mais qui s'obstinent. Oui, on commence par la vocation, ça se poursuit par le sacerdoce et ça se termine par le burn-out. On peut plus ou moins. Voilà. C'est des métiers passion, effectivement. Je veux dire, le journalisme aussi. Ouais. Et pour ne pas le citer. Je crois que c'est même encore pire. Voilà. Mais ouais, effectivement, si on n'est pas passionné, on ne tient pas dans ce métier-là. Alors, autre sujet intéressant. Oui. C'est pour ça que, il y a au moins la reconnaissance. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure dans le rapport un peu amour-haine entre la presse, la justice, le journalisme, c'est qu'il y a beaucoup de méfiance. En même temps, quand on parle beaucoup des dérives, des problèmes, voilà, au niveau policier ou judiciaire, mais quand ça se passe bien, je pense qu'on peut le dire aussi, quoi. Ça arrive aussi, et je pense que ça fait du bien aussi aux gens, en tout cas dans les 2 affaires que j'ai suivies, le fait que
les affaires se soient bien déroulées. Voilà, ça arrive aussi, on peut le dire. Je pense que ce livre a fait du bien aux personnes que j'ai interviewées, quoi. Alors, Michel et Anne-Cécile, autre point commun, enfin, alors que, bon, je rassure aussi tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, les livres sont très différents, y compris dans la manière d'attaquer les questions, puisque l'un est un roman, mais qui s'appuie sur une connaissance fine du réel dont il est question, et l'autre est un reportage, mais dont la mise en forme vise à capter le lecteur. Et effectivement, on s'attache aux personnages, quels qu'ils soient d'ailleurs, comme s'ils étaient des personnages de roman. Voilà. Mais donc, il y a aussi, de fait, des points communs. Alors, dans ce monde SDF, et pas que SDF, mais plus largement, bon, le mot est utilisé à un certain moment, je ne sais plus par lequel de vous deux, d'instable chronique, qui sont donc un peu dans des zones grises, comme Mounir qui va assassiner ce monsieur à Uccle. Ben, il est beaucoup question de dédoublement de personnalité. Qu'entendre par là exactement? Parce que le personnage principal de Michel Claes, mais évidemment, bon, je ne vais pas trop en dire parce que sinon on va toucher à la substance du roman et il n'en est pas question. Mais effectivement, Une on se dit qu'il y pathologie. a quelque chose qui ne colle pas malgré tout, entre ce qu'elle a vécu et ce à quoi elle se condamne, comme s'il y avait deux personnes, comme s'il y avait un Dr Jekyll et Mr Hyde. Et pareil d'ailleurs chez les gens qui sont mis en scène dans Mourir la nuit. Il y a ce qu'ils sont censés représenter, ce qu'ils voudraient bien être ou ce qu'ils veulent montrer qu'ils seraient et ce qu'ils sont en réalité. Effectivement, on est, et là je reprends le terme qui a été déjà utilisé tout à l'heure, dans des pathologies un peu bizarres, quoi. Ouais. Oh, pas bizarre, profondément courante. Ah, je suis désolé de le dire, mais bon, Mmh. il y en a ô combien. Euh, si je peux, je te prends la parole une petite minute, Anne-Cécile, pour raconter l'histoire Il de n'y a la pas de souci. Le- euh, en créant le personnage de Monica, il y a une ressemblance avec quelqu'un que je connais, dont je voulais décrire cette pathologie. Et en réfléchissant à son histoire, évidemment, j'ai une expérience professionnelle qui fait que j'ai évidemment vécu pas mal d'expertises psychiatriques. Et dans les cas de pathologie, je voulais bien vous dire que vous avez dans les pathologies, tout ce qui est psychotique, vous avez la l'impératrice des psychoses, c'est la schizophrénie. Or, il y a beaucoup de gens qui sont schizophrènes. Et donc, je me dirigeais vers une forme de schizophrénie pour expliquer les, 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 le destin, finalement, de mon héroïne. J'en ai parlé à mon psychiatre, entendons-nous bien, le psychiatre légiste avec qui je travaille dans mes dossiers. Et je discutais avec lui pour un petit peu mieux cerner cette pathologie que je pressentais dans les faits que je voulais décrire. Et puis j'en ai parlé avec mon fils qui fait des études de psychologie. Mon fils m'a dit, mais tu sais, c'est pas la schizophrénie vers quoi tu te diriges. Il me dit, mais c'est le dédoublement de personnalité qui n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Or, c'est une pathologie qui a été mise en évidence depuis à peine les années 60. Et c'est effectivement Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc ça avait déjà été bien perçu par le génie du romancier. Et c'est encore une pathologie différente de la schizophrénie. Je pense que c'était le cas notamment de l'étrangleur de Boston. Et donc, ça m'avait fasciné de plonger là-dedans, euh, pour aller un petit peu plus loin par rapport aux faits que je voulais décrire. Et finalement, le roman tel que je le menais, à un certain moment, j'ai soumis le cas de ce destin aux professionnels qui m'ont dit, mais voilà, je rends un rapport d'expertise et voilà, d'après moi, de quoi cette personne est frappée comme pathologie. Donc c'était pour moi aussi une expérience extraordinairement enrichissante de partir de ce feeling, de cette sensibilité du romancier qui part dans la fiction, mais quand même avec une base de réel, et puis de me retrouver avec les professionnels qui vont m'amener plus loin
dans la description professionnelle de ce que je vais décrire finalement, en utilisant la justice dans mon bouquin pour me permettre de la dévoiler à mes lecteurs. Je rappelle brièvement que pour toutes celles et ceux qui n'ont pas lu Sans destination finale, que le personnage principal, Monica, après s'être retrouvée dans la rue, à un certain moment, va se retrouver accusée du meurtre de sa tante qu'elle continue à voir de temps en temps. Voilà. Anne-Cécile, oui, par rapport à cette question, parce qu'on a parfois l'impression aussi que dans ces dédoublements de personnalité, les gens qui le vivent le savent. Et ils jouent eux-mêmes avec. Ils sont comme des Janus, en fait, mais très conscients de ce qu'ils font. Ou pas. Oui, oui et non. Moi, je dirais que, par exemple, dans le cas de Jeffrey, qui est quand même la victime, donc le monsieur Ahucle, lui, il avait aussi une forme de double personnalité, dans le sens où c'était quelqu'un le jour de très solaire, qui avait plein d'amis, quelqu'un de vraiment bien. Moi, j'aurais bien aimé le connaître, en fait. Je pense que je me serais bien entendue avec lui. Il était assistant social, donc il m'aidait, travaillait à l'ONE, donc il devait rechercher des emplacements pour organiser des consultations de nourrissons. Et donc, comme il y avait beaucoup de bénévoles, des dames âgées, qui voyaient souvent, il était un peu leur confident. Enfin, je ne sais pas combien de gens j'ai entendu, j'ai rencontré qui disaient que du bien de lui. Et puis, il avait une part d'ombre, à savoir que la nuit, donc il était homosexuel et il ne voulait pas être en couple. Il préférait un peu les rencontres hasardeuses et dangereuses. Et donc, il cherchait ça, en fait. Et donc, voilà, la nuit où il a été assassiné, il cherchait vraiment c'est une espèce de dépression et d'autodestruction. Donc voilà, il y avait Jephté le jour et puis Jephté la nuit. Voilà, et alors à l'opposé, son assassin était quelqu'un justement de plutôt noir. En fait, c'est ça, Jephté était quelqu'un de solaire qui cherchait l'ombre, qui cherchait les gens sombres. Voilà, et son assassin était quelqu'un de très sombre qui cherchait les gens Cherche la lumineux. lumière, oui. Voilà, à savoir, il a rencontré, la mère de sa fille et une autre femme dont il était éperdument amoureux, sans vouloir vraiment l'avouer, mais moi j'ai été frappée au procès de voir, j'avais déjà rencontré la mère de sa fille, mais de voir l'autre dame au procès qui était, c'est la similitude entre les deux femmes, toutes les deux universitaires, brillantes, cadres, intelligentes, riches, et il est parvenu à séduire ces femmes-là, alors que lui il est l'opposé, quoi. Donc il avait quelque chose malgré tout, et donc c'est ça que je trouvais interpellant dans effectivement ces deux doubles personnalités qui fracassent, quoi, comme ça. Oui, ce qui est assez extraordinaire, c'est que celui qui est suspecté d'assassinat, l'accusé, parfois tente même de séduire l'enquêtrice, voilà, la commissaire, et à d'autres moments la menace carrément, Ouais. et des menaces qui ne sont pas anodines. Puis il a des côtés grande gueule, et puis de l'autre côté, il se dit envoûté par on ne sait pas, Voilà, mais ça c'est intéressant. le diable l'aurait provoqué. Bon, ouais. Mais ce que je là, trouve on est intéressant du réel. par rapport à la psychiatrie, justement, c'est que on a essayé, moi j'aurais bien aimé comprendre comment il est devenu comme ça. Et donc, il y a un psychiatre qui l'a entendu plusieurs fois, et en fait, il dit, en fait, il parle pas de son enfance. Parce que pour lui, dans sa culture de l'Afrique du Nord, l'enfance, ça compte pas, quoi. On s'en fout. Que les parents soient violents ou quoi, c'est normal. Et de toute façon, on ne critique pas ses parents. Donc, l'approche occidentale pour essayer de comprendre les choses ne fonctionne pas avec lui. Par contre, lui, il explique. Ça renvoie aux travaux de Toby Nathan, le psychanalyste ethnologue, aussi auteur de romans noirs d'ailleurs. Oui, ça ne fonctionne pas ailleurs. Voilà. Et donc, lui, il explique ça avec les djinns. Il était envoûté par. Voilà, c'est sa manière d'expliquer les choses. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant dans l'approche, effectivement, ethnique, culturelle de ces questions-là. Ok, ben,
ça fait déjà un bout de temps que nous sommes ensemble. Quand même, enfin, une dernière question à tous les deux aussi. Michel Claes, il y a déjà une idée du prochain roman Ah, ou mon du nouveau roman prochain livre, Oui. puisque bon, vous Euh, approchez quand même du chiffre 10. alors, le 11e vient de sortir, Les Années d'Or, il est en librairie, mais il vient de sortir. Hein, donc, il sort tout chaud du four, là. Donc, c'est le troisième tome d'une trilogie, donc la saga Salle des pas perdus qui avait commencé, c'était mon premier roman. C'était que j'ai débaptisé par les années guerre, puis les années paix, puis maintenant les années d'or. Donc c'est les mêmes personnages et d'autres personnages qui se mélangent durant les années 60 en mettant en évidence tous les grands événements des années 60 qui sont les métastases de notre société actuelle, donc c'est-à-dire l'extrême droite, le nationalisme flamand, la corruption publique, le ségrégationnisme aux États-Unis, enfin, combien dire ce genre de choses, et l'immigration, le problème de l'immigration. Et donc voilà, le roman vient de sortir, mais alors maintenant, évidemment, j'ai déjà en tête, et ce sera un polar le suivant, ce sera un polar, mais un peu surprenant peut-être, parce que là, ce sera d'une totale imagination pour la première fois, qui ne se passera pas ni en Belgique ni en Europe. Je voudrais mettre en évidence les plus grandes organisations criminelles du monde qu'on appelle les mafias. Euh, les mafias chinoises et italiennes, dont la pérennité repose sur le rite initiatique, donc c'est absolument étonnant. Je dispose quand même de pas mal de documentation qui permettra de décrire cela. Et la connivence existant entre ces organisations, en vue évidemment non seulement de s'enrichir, mais d'atteindre des buts qui deviennent désormais de nature politique, parce qu'il faut avoir conscience que la criminalité financière a pris une telle importance dans le monde que leurs buts maintenant sont d'une telle domination et qu'il s'agit maintenant évidemment d'asservir le monde politique à leur bon vouloir. Et je me permettrai de décrire. Ça s'appelle le capitalisme sauvage, en fait. Pardon? Ça s'appelle le capitalisme sauvage. D'accord, mais vous pouvez déjà voir le titre du roman. Ça s'appellera Crime d'initié. Mm-hmm. Oui, sorry, je vous ai interrompu. Non, pas du tout. Non, ce sera crime d'initié parce que ces gens, finalement, fonctionnent dans des sociétés initiatiques criminelles. Je me suis amusé en faisant ce petit jeu de mots, en disant qu'il n'y a pas de la description de la totalité des exactions qu'ils commettent dans le monde. Vous savez que le trafic de stupes, où ils s'entendent parfaitement bien entre l'Orient et l'Occident, c'est l'entreprise privée qui rapporte le plus. On estime à 500 milliards de dollars détectés par an le montant que rapporte le trafic de cam, donc plus important qu'Amazon et que toute autre entreprise d'informatique. Net d'impôts, bien sûr. Ah, de quoi parlez-vous? Oh, je ne sais pas, de donner à toi au SDF, par exemple, mais bon, voilà. Imaginez-vous un peu qu'on s'attaque au système et que par rapport aux 30 milliards d'évasion fiscale sur base de la petite criminalité de fraude fiscale simple en Belgique, et que nous mettions un terme à cela, est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions tout simplement donner un toit à tout le monde? Alors Oui. pourquoi est-ce qu'on ne le veut pas? Ah, bonne question. Anne-Cécile, au niveau des projets, Oui, reportage ou peut-être oui. effectivement Il y a, mise en livre de reportage. ouais. Alors, il y a pour le moment, donc il y a l'expo Femmes. Donc, j'ai travaillé donc, avec le photographe Gaël Turine sur une exposition des portraits de femmes SDF qui est normalement à voir au Parlementarium. Mais vu le confinement, n'est pas accessible. Mais il y a 4 portraits qu'on peut voir et entendre et lire sur le site du SAMU social. Donc, je pense que c'est assez fort comme projet. Et puis, alors, il y a le 25 novembre sur la RTBF, j'ai travaillé sur un documentaire qui s'appelle Les enfants de la collaboration avec le réalisateur Tristan Bourlard. Et on donne la parole à 7 témoins descendants de, de personnes qui ont entretenu des liens avec le régime nazi. C'est un gros documentaire. Voilà, on a travaillé pendant plus d'1 an et demi là-dessus. Et en fait, j'écris un livre sur le récit d'un des témoins. Voilà, et qui sera en fait, je suis occupée là depuis 6 mois là-dessus et
là, ce serait plus un roman basé sur des faits réels. C'est une histoire de cette famille. Voilà, c'est une histoire assez dingue. Et voilà, j'espère que ça sortira en septembre prochain. Il y a mon éditeur qui est toujours On lit. Je suis sur ce projet aussi. Voilà. Et l'écriture du roman, est-ce qu'elle est influencée par le travail de construction narrative qui a été fait avec Mourir la nuit? Oui, oui et non en fait, parce que là, c'est la première fois en fait, parce que moi je suis vraiment une pure journaliste, donc c'est la première fois que je me base vraiment sur, il y a la trame qui est purement réelle, mais là voilà, je m'autorise la fiction, j'invente des personnages, des situations, des décors, et ça, j'avais jamais fait, et je trouve que c'est assez jouissif entre guillemets, parce que c'était quand même très compliqué avec Mourir la nuit. Le plus important, c'était que tout soit vrai, que tout soit véridique. Et donc, il fallait vraiment créer un récit sur uniquement de la vérité. Et là, je peux aussi construire, il y a effectivement toute une construction narrative pour donner envie de lire la suite, de passer d'un chapitre à l'autre, mais avec voilà, plus de liberté. Voilà. Anne-Cécile, merci. Michel Claes, merci beaucoup. Merci. On rappelle donc Mourir la nuit, Anne-Cécile Huard est paru chez Unlit et Michel Claes, Sans destination finale, était sorti en 2019, 19, oui, chez Genèse Éditions. Voilà. Merci beaucoup et voilà, et le mot de la fin sera pour moi. Voilà, voilà. Voilà, parce que je voulais bien sûr vous remercier, Anne-Cécile, Michel Claes, Jacques de Pierrepont, au nom des Dames du Polar que je représente ici aujourd'hui, Anne Eldenberg, Annette Verbeek, Isabelle Wettendorf, je ne peux pas en oublier Françoise van der Porten, la présidente Marie-France Denis et moi-même. On vous attend demain pour une journée un petit peu plus soft qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était costaud. On avait des rencontres très très intenses, comme celle que nous venons de vivre. Et je fais une toute petite parenthèse pour dire, j'ai vu passer sur le chat quelques commentaires disant « Oh là là, ça doit être très dur de lire ces deux romans ». C'est vrai, ce sont des romans extrêmement intenses, mais pas du tout. C'est passionnant et vous ne pourrez pas les lâcher. Et parce que je pense qu'on peut la dire littérature noire n'est pas censée être de la littérature de divertissement superficiel. Exactement, exactement. Voilà. Pour ça, il y a les thrillers, comme disait Michel Lebrun dans le temps. Voilà. Et donc, je voulais vous dire aussi que on vous attend demain pour différentes rencontres. On aussi terminé à vous dire que demain, il y aura encore un quiz polar pour gagner des romans. Et peut-être bien, je crois, celui de Anne-Cécile et celui de Michel Claes, je crois. Et puis, n'oubliez pas la chocolat chaud party dimanche à 17h. Vous êtes tous conviés. Et pour faire votre chocolat chaud, la recette se trouve sur notre chaîne YouTube. Voilà. Michel, merci beaucoup d'avoir fait l'effort d'arriver quand même, malgré qu'il n'y avait pas de caméra. Anne-Cécile, grand merci. Dommage qu'on n'ait pas pu faire cette rencontre au Parlamentum. Ça aurait été vraiment très amusant. Ça aurait été plus mieux, comme on dit. Voilà, voilà, plus mieux. Merci beaucoup. J'espère que tout ça vous a plu. Merci aussi. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir. Voilà. Très bien, hein. Très bien.